Veuillez vous asseoir. D'accord? Le procès-verbal doit préciser que nous sommes encore hors présence du jury, qui reviendra bientôt pour les plaidoiries finales. Chaque avocat possède un exemplaire des instructions au jury. Nous allons consigner nos observations concernant les instructions. Prenons la première page, qui contient les instructions 1 et 2. Y a-t-il une objection à l'une ou l'autre de la part du ministère public? Non? De la défense. Non, votre honneur. La page suivante présente les points 3 et 4. Objection du ministère public? Non, ni de la défense. Non, ce n'est pas le cas. Instruction numéro 5. Y a-t-il une objection de la part de l'État? Non, votre honneur. De la défense. Non, votre honneur. Prenons les numéros 6 à 9. Prenez une minute pour les regarder. L'État s'oppose-t-il à l'un d'entre eux? Non, votre honneur. La défense s'y oppose-t-elle? Non, votre honneur. Instruction numéro 10. Nous en avons discuté informellement et je veux m'assurer que chaque partie puisse l'examiner tel que rédigé. Objection de la part de l'État? Oui, votre honneur. Merci, monsieur le maire. La Cour, l'État a une petite objection concernant une phrase du 3e paragraphe. Un doute raisonnable est le genre de doute qui ferait hésiter une personne raisonnable à agir. Nous avons déposé un mémoire concernant l'instruction que nous préférerions, qui est l'instruction standard d'avant 19, ou plutôt 2009, quand le changement a inclus la mention « hésiter à agir ». Donc, ce que nous demandons, c'est l'instruction fermement convaincue et, comme la Cour le sait, essentiellement sur la base de notre mémoire et de la pratique pénale de l'Iowa 2018-19, il y a toujours une controverse concernant la formulation que la Cour a décidé d'utiliser. Nous préférerions simplement fermement convaincus. Ce que nous jugeons être un langage contestable comme l'expression « hésiter à agir », et principalement parce que cela contredit l'instruction numéro 29 où vous dites « n'hésitez pas », alors qu'ici vous dites « hésitez ». Merci, d'accord. Monsieur Firhelm, puis-je vous demander d'abord comment j'ai l'instruction 10? Y a-t-il une objection? Non, votre honneur. Souhaitez-vous réagir à la position de l'État? Votre honneur, juste brièvement, je crois que, comme l'État l'a indiqué, cette version est en usage depuis plusieurs années. Je sais qu'il y a eu pas mal de contributions au sein du comité des instructions au jury et que cela a été débattu. Et je comprends qu'il y ait encore, qu'il continue d'y avoir une certaine controverse. Mais je ne crois pas qu'il y ait un risque de confusion entre cette instruction avec le mot « hésiter » et la 21, ou peu importe laquelle c'était. Donc nous demandons qu'on utilise celle qui figure dans ces instructions proposées. Pour le compte-rendu, nous en avons déjà discuté informellement. J'ai laissé les parties comprendre que ma position est que le langage n'est pas confus pour le jury. Les deux lieux emploient hésiter, mais désignent autre chose. Je pense que c'est l'instruction standard que nous utilisons le plus récemment, et je ne pense pas que cela cause de la confusion. Je rejette l'objection de l'État et maintiens ma rédaction. Passons à la page suivante. 11, 12, 13 et 14. L'État a-t-il une objection? Aucune objection de la défense. Aucune objection. 15. Commencez par l'instruction de rassemblement. Prenons les points 15 et 16. Aucune objection de l'État ni de la défense. Aucune objection. La page suivante contient les numéros 17, 18, 19 et 20. Une objection de la part de l'État? Aucune objection de la défense? Aucune objection. Nous passons donc à l'instruction de synthèse pour le meurtre au second degré. Instructions 21 et 22. Objection du ministère public? Aucune de la défense. Aucune objection. La page suivante contient les instructions 23 et 24 et passons à la 25. L'État a-t-il une objection à l'une de ces trois instructions? Aucune de la défense. Aucune objection. 26 définit l'intention spécifique. Qu'a-t-il une objection de la part de l'État? Aucune objection de la défense. Aucune objection. Je pense qu'on peut prendre les 4 derniers ensuite. Ce sont toutes des instructions standards.
L'État a-t-il une objection à l'une d'elles? Aucune objection. Votre honneur de la part de la défense? Aucune objection. Y a-t-il des instructions dont nous n'avons pas parlé et que je n'ai pas incluses que l'État propose d'ajouter à l'ensemble? Non, votre honneur. Aucune de la défense. Non, votre honneur. D'accord, j'ai un formulaire de verdict proposé. L'État a-t-il vu cela? Oui, votre honneur. Objection? Aucune objection. Objection de la défense? Non, votre honneur. D'accord. Les parties sont-elles prêtes pour les plaidoiries finales? Oui, votre honneur. Oui. D'accord. Tout est prêt. Les exemplaires sont sur le bureau près de la photocopieuse, à côté de Dana. Il y en a 14. Si vous voulez les prendre, puis faire entrer le jury, pardon, ils sont tous prêts, vous pouvez les prendre et faire entrer le jury. Veuillez vous asseoir, tout le monde. Très bien, mesdames et messieurs, lorsque vous êtes entrés dans la salle d'audience, l'huissier du tribunal vous a remis à chacun un ensemble d'instructions pour le jury. Nous allons commencer à lire ces instructions maintenant. Je vais vous en lire la plupart à ce moment-ci. Je dis la plupart, car les dernières sont procédurales et vous expliquent en quoi faire sur ce plan. Nous retiendrons vos délibérations jusqu'à la fin des plaidoiries finales des avocats. La plupart de ce que je vais lire maintenant, ce sont en fait les instructions essentielles de la loi. Je vais lire à voix haute. Suivez avec votre exemplaire, posez-le sur vos genoux ou écoutez comme vous préférez. Instruction numéro 1. Membre du jury. L'acte d'accusation reproche à l'accusé, Todd Michael Mullis, le meurtre au premier degré. L'acte d'accusation inclut aussi les chefs de meurtre, au second degré, homicide volontaire et involontaire. Instruction numéro 2. Todd Michael Mullis a plaidé non coupable. Le plaidoyer de non-culpabilité nie l'accusation et impose à l'État de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Chaque fois que je vous indique que l'État doit prouver quelque chose, cela doit l'être par des preuves au-delà de tout doute raisonnable. L'État doit prouver la culpabilité de l'accusé sans doute raisonnable, sinon le verdict est non coupable. Instruction numéro 3. L'acte d'accusation est le document qui inculpe formellement l'accusé d'un crime et n'est qu'un moyen par lequel l'accusé est amené devant le tribunal pour être jugé. Ce n'est pas une preuve. Instruction numéro 4. Todd Michael Mullis est présumé innocent. Cette présomption d'innocence vous oblige à écarter tout soupçon qui pourrait découler de l'arrestation, de l'accusation ou de la situation actuelle de l'accusé. La présomption d'innocence demeure avec l'accusé tout au long du procès, à moins que les preuves n'établissent la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Instruction numéro 5. Basez votre verdict uniquement sur les preuves et ses instructions. La preuve comprend notamment un témoignage en personne ou par déposition. Deuxièmement, les pièces à conviction reçues par le tribunal. Vous pouvez examiner les pièces à conviction, mais sans les altérer ni les détruire. Troisièmement, les stipulations sont des accords entre avocats. Les faits se prouvent par des preuves directes, circonstancielles ou leur combinaison. Lors d'un procès, on évoque parfois des déclarations, rapports préalables, dépositions de témoins ou divers autres éléments. Seuls les éléments formellement présentés et acceptés par le tribunal sont à votre disposition lors de vos délibérations. Les documents ou objets mentionnés mais non acceptés comme preuves ne sont pas à votre disposition. Ne sont pas des preuves les propos, arguments, questions et commentaires des avocats, ainsi que les objections et leurs décisions. Troisièmement, tout témoignage que je vous ai demandé d'ignorer. Et quatrièmement, tout ce que vous avez vu ou entendu sur cette affaire hors de la salle d'audience. Instruction 6. Analysez les preuves, faites des déductions et concluez avec raison et bon sens. Les faits se prouvent par des preuves directes, circonstancielles ou les deux. La preuve directe vient d'un témoin affirmant connaître un fait comme un témoin oculaire. La preuve circonstancielle concerne des faits indiquant la culpabilité ou l'innocence d'un accusé. La loi ne distingue pas preuve directe et circonstancielle. Attribuez à chaque preuve le poids et la valeur que vous jugez appropriée. Instruction 7.
Décidez des faits selon les preuves. Fiez-vous à vos observations, bon sens et expérience pour juger les preuves. Essayez de concilier tout conflit dans les preuves. Mais si vous n'y parvenez pas, acceptez les preuves que vous jugez les plus crédibles pour déterminer les faits. Vous devrez peut-être décider quel témoignage vous croyez. Vous pouvez croire tout, une partie ou aucun des témoignages des témoins. Il y a de nombreux facteurs que vous pouvez prendre en compte pour décider quel témoignage croire, par exemple. Premièrement, si le témoignage est raisonnable et cohérent avec d'autres preuves auxquelles vous croyez. Deuxièmement, si un témoin a fait des déclarations contradictoires. Troisièmement, l'apparence, la conduite, l'âge, l'intelligence, la mémoire et la connaissance des faits du témoin. Quatrièmement, l'intérêt du témoin lors du procès, son motif, sa franchise, ses préjugés et parti pris. Instruction 8. Vous devez décider si l'accusé est coupable ou non selon les preuves et la loi. Dans ces instructions, vous devez considérer toutes les instructions ensemble. Aucune instruction ne couvre toute la loi applicable. Instruction numéro 9. Rien de ce que j'ai dit ou fait au procès n'exprimait une opinion sur les faits, les preuves ou votre verdict. Instruction numéro 10. Il incombe à l'État de prouver la culpabilité de Todd Michael Mullis au-delà de tout doute raisonnable. Un doute raisonnable est un doute qui naît de manière juste et naturelle à partir des preuves présentées dans l'affaire, ou de l'absence ou de l'insuffisance de preuves produites par l'État. Un doute raisonnable repose sur la raison et le bon sens, pas sur une simple possibilité d'innocence. Un doute raisonnable est un doute qui ferait hésiter une personne raisonnable à agir. La preuve au-delà de tout doute raisonnable doit donc être une preuve d'un caractère si convaincant qu'une personne raisonnable n'hésiterait pas à s'y fier et à agir en conséquence. La preuve au-delà de tout doute raisonnable n'est pas une preuve au-delà de tout doute possible. Si, après examen équitable des preuves, vous êtes convaincu de la culpabilité de l'accusé, sans doute raisonnable, vous devez le déclarer coupable. Si, après examen équitable de toutes les preuves ou faute de preuves de l'État, vous n'êtes pas convaincu de la culpabilité de l'accusé, vous avez un doute raisonnable et devez le déclarer non coupable. Instruction 11. En cas de doute raisonnable sur le degré du crime, l'accusé ne peut être condamné que pour le degré sans doute raisonnable. Instruction numéro 12. Le devoir du jury est de déterminer si l'accusé est coupable ou non coupable. En cas de verdict de culpabilité, vous n'avez rien à voir avec la peine. Instruction numéro 13. Lorsque deux ou plusieurs théories alternatives sont présentées, ou lorsque deux ou plusieurs faits produiraient le même résultat. La loi n'exige pas que chaque juré soit d'accord sur la théorie ou le fait qui conduit à son verdict. Seul le verdict doit être unanime, pas la théorie ni les faits qui le fondent. Instruction 14. Pour commettre un crime, une personne doit vouloir accomplir un acte illégal. Il n'est pas nécessaire qu'une personne sache que l'acte est illégal. La personne doit avoir agi consciemment et volontairement, non par erreur ou accident. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de conclure qu'une personne a l'intention des conséquences naturelles de ses actes. L'État doit prouver tous les éléments du meurtre au premier degré selon l'instruction 15. Aux alentours du 10 novembre 2018, le prévenu a commis un acte sur Amy Mullis. 2. Amy Mullis est morte suite à l'acte du prévenu. Le prévenu a agi avec malveillance et préméditation. 4. Le prévenu a agi volontairement, délibérément, avec préméditation et avec l'intention spécifique de tuer Amy Mullis. Si l'État a prouvé tous les éléments, le prévenu est coupable de meurtre au premier degré. Si l'État n'a pas prouvé un élément, le prévenu n'est pas coupable de meurtre au premier degré et vous examinerez l'accusation de meurtre au deuxième degré. Expliqué dans l'instruction 21, instruction numéro 16. La malveillance est un état d'esprit qui pousse quelqu'un à commettre intentionnellement un acte répréhensible au détriment d'autrui. Par haine réelle ou avec une intention mauvaise ou illégale,
Elle peut être établie par des preuves de haine réelle ou par la preuve d'une intention délibérée ou arrêtée de causer un préjudice. Elle peut être déduite des actes, du comportement du défendeur et des moyens utilisés pour commettre l'acte répréhensible. La malveillance ne requiert qu'une délibération suffisante pour qu'une personne puisse apprécier et comprendre la nature de l'acte et ses conséquences, à la différence d'un acte commis sous le coup de la passion. La préméditation est une intention ou un dessein arrêté de causer un préjudice physique à autrui qui existe avant que l'acte ne soit commis. Elle n'a pas besoin d'exister longtemps. Instruction numéro 17. Volontaire signifie intentionnel ou selon un but précis, non accidentel. Délibérer, c'est peser, considérer, contempler ou réfléchir. Préméditer, c'est réfléchir avant d'agir. Instruction numéro 18. La délibération et la préméditation n'ont pas besoin d'exister pendant une durée particulière avant l'acte. Instruction numéro 19. Si une personne a l'occasion de délibérer et utilise une arme dangereuse contre une autre, entraînant la mort. Vous pouvez, mais n'êtes pas obligé d'en déduire que l'arme a été utilisée avec malveillance, préméditation et l'intention spécifique de tuer. Instruction numéro 20. Une arme dangereuse est tout dispositif ou instrument conçu principalement pour infliger la mort ou des blessures et qui, lorsqu'il est utilisé de la manière prévue, est capable d'infliger la mort. C'est aussi tout type d'instrument ou de dispositif qui est effectivement utilisé d'une manière indiquant que l'utilisateur avait l'intention d'infliger la mort ou des blessures graves et qui, utilisé ainsi, est capable d'infliger la mort. Instruction 21. L'État doit prouver tous les éléments du meurtre au second degré premier cas. Aux alentours du 10 novembre 2018, le prévenu a commis un acte sur Amy Mullis. Amy Mullis est morte suite à l'acte du prévenu. 3. Le prévenu a agi avec préméditation. Si l'État a prouvé tous les éléments, le prévenu est coupable de meurtre au second degré. Si l'État ne prouve pas un élément, le prévenu n'est pas coupable de meurtre au second degré. Vous examinerez alors l'accusation d'homicide volontaire, expliquée dans l'instruction 23. Instruction numéro 22. Le meurtre au second degré ne nécessite pas l'intention spécifique de tuer une autre personne. Instruction numéro 23. L'État doit prouver tous les éléments suivants de l'homicide volontaire au premier degré. Aux alentours du 10 novembre 2018, l'accusé a commis un acte sur Amy Mullis 2. Amy Mullis est décédée à la suite de l'acte de l'accusé. Troisièmement, l'acte a été commis uniquement sous l'effet d'une passion soudaine, violente et irrésistible due à une grave provocation. Si l'État a prouvé chaque élément, l'accusé est coupable d'homicide volontaire. Si l'État n'a pas réussi à prouver l'un des éléments, l'accusé n'est pas coupable d'homicide volontaire. Vous examinerez alors l'accusation d'homicide involontaire, expliquée à l'instruction 25. Instruction numéro 24, concernant l'élément numéro 3 de l'instruction numéro 23. Une provocation grave pousse une personne raisonnable à une passion soudaine, violente et irrésistible. La passion n'est ni soudaine, ni violente, ni irrésistible. S'il existe un délai où une personne raisonnable aurait le temps de réfléchir, maîtriser sa passion et réprimer l'envie de tuer dans ces circonstances. Les mots seuls, même insultants, ne suffisent pas à constituer une provocation sérieuse. Instruction numéro 25. L'État doit prouver tous les éléments suivants de l'homicide involontaire de premier degré. Aux alentours du 10 novembre 2018, le prévenu a commis un acte de manière imprudente sur Amy Mullis. Deuxièmement, le prévenu a agi de façon pouvant causer la mort. Troisièmement, par cet acte, le prévenu a involontairement causé la mort d'Amy Mullis. Si l'État a prouvé ces éléments, le prévenu est coupable d'homicide involontaire. Si l'État n'a pas prouvé l'un de ces éléments, le prévenu n'est pas coupable.
Instruction numéro 26 pour que le prévenu sache ou ait connaissance de quelque chose, cela signifie qu'il en avait une conscience. L'intention spécifique dans ces instructions signifie être conscient et volontaire dans l'acte tout en agissant avec un but précis. Déterminer l'intention du prévenu vous oblige à décider à quoi il pensait lors de l'acte. Elle est rarement susceptible d'être prouvée directement. C'est pourquoi vous devez prendre en compte les faits et circonstances entourant l'acte pour déterminer l'intention spécifique du prévenu. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas tenu de conclure qu'une personne vise les conséquences naturelles de ses actes. Nous allons nous arrêter. Laissez vos instructions ouvertes. Comme dit, passons aux plaidoiries finales. Shelly, peux-tu aller chercher le greffier ?